Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui parle de moi en tant que personne autiste, en tant que personne surdouée, mais je vais juste en fait me présenter, voilà, et tenter de parler du coup de peut-être de façon plus approfondie de ce qui peut parfois me poser souci dans la société. J'ai toujours eu du mal à en parler, à verbaliser ce genre de sujet à l'oral, raison pour laquelle j'ai souvent écrit. Aujourd'hui, j'ai un projet qui est en cours. J'écris un roman sur l'autisme. Voilà. Euh, Ça me fait du bien. C'est dans une démarche aussi personnelle, effectivement. Euh, et je suis en train de construire ce roman en parallèle du tome 2 de mon roman Les Accompagnables de Traquenard que j'écris. J'écris souvent des scénarios, j'écris souvent des poèmes, des petites histoires très courtes, des nouvelles. Euh, Là, je sais pas, ça a été un déclic. Et honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie que de pouvoir faire parler à un personnage et d'expliquer en fait ce qu'elle vit puisque c'est une fille. Ce roman que je suis en train d'écrire. Voilà. Si je fais une deuxième vidéo, alors j'avais dit que je reviendrais pas sur le sujet. Il faut savoir que l'autisme est plein de contradictions et les gens d'ailleurs, d'une façon générale, sont pleins de contradictions. C'est qu'aujourd'hui, j'en ressens le besoin. Voilà. Parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est d'abord, on m'a dit que j'étais surdouée. Ok. Enfin, avant qu'on me dise ça, on m'a dit que j'avais des problèmes psychiatriques importants, que j'étais à moitié cinglée, que je faisais des crises d'angoisse, et voilà. Bon, j'ai eu droit un peu à tous les diagnostics, juste que au moment où on a commencé à trouver le bon, je dirais. Ça a pris du temps. Donc les séquelles sont présentes effectivement de ces faux diagnostics qu'on m'a posés. C'est vrai que au niveau égo, ça fait un peu mal, mais c'est pas tant au niveau égo, c'est juste, en fait, ce que vous décrivez de moi là, ça me correspond pas du tout. En fait, ce que vous décrivez du diagnostic que vous posez, tout ça, ça me correspond pas. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu discuté avec des psychiatres, avec des médecins psychiatres, justement, à hauteur de leur discussion, à hauteur de leur savoir, à hauteur de leurs connaissances. Et s'est posé ensuite la question, effectivement, en cabinet libéral, donc privé, de la surdouance, de ce qu'on appelle surdouance en France. En anglais, on dit juste le terme gifted. Euh, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. En français, maintenant, on dit zèbre. On dit zèbre. Moi, j'adhère pas spécialement à cette théorie parce que je vois pas tant la comparaison avec un zèbre, si ce n'est que le zèbre est souvent mis à part, est souvent laissé à l'écart, il est différent. Non, je comprends vraiment pas la métaphore. Voilà. Donc zèbre, c'est pour moi ça fait pas tilt, ça fait pas sens. La surdouance, le terme de surdoué, c'est quelque chose enfin c'est pas quelque chose, mais un terme qui ne me plaît pas parce que on rajoute de l'estimation. En fait, c'est de la surestimation d'une donnée qui est déjà établie en soi. Être doué, c'est déjà explicite. Donc rajouter sur doué, c'est doué par-dessus la douance. Donc c'est être vraiment plus doué que doué. Donc il y a quelque chose dans les termes, quelque chose j'aime pas, mais voilà, il y a comment dire, ça ne me correspond pas. Donc je dis juste que je suis j'ai pas trouvé le mot. Généralement je dis surdoué parce que je suis surdouée, mais le mot ne me va pas. Zèbre, ça ne me va pas non plus, désolée. Mais toujours est-il que diagnostic c'est orienté finalement là-dessus. Donc quand on a commencé à trouver, je me suis quand même reconnue un petit peu plus dans ce qu'ils appellent eux des hauts potentiels. Donc, ça me convient pas non plus haut potentiel parce que pour moi, un être humain peut avoir un haut potentiel comme une machine peut avoir un haut potentiel. Et donc dans le terme haut potentiel, on valorise pas l'être humain, on parle pas de l'être humain, c'est pas une question de valorisation, mais on dénigre totalement l'humain. Pour moi, c'est comme si on me parlait sans me nommer. Voilà, c'est très abstrait, je n'aime pas ce terme de haut potentiel, c'est trop général à mon goût. Voilà. Voilà, c'est trop général parce qu'on ne parle pas des personnes. On parle juste d'un haut potentiel, donc on exclut la personne, on fait une différence entre la personne et l'intelligence de cette même personne. Donc moi ça me pose souci effectivement, voilà. Mais bon, on va partir sur la base du HP puisque je suis au potentiel. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres termes, mais j'explique quand même pourquoi ces termes ont tendance à m'agacer.
Euh, quand finalement on m'a demandé de parler de moi, de mes passions, je crois que ça a été une des premières questions qu'on m'a posées. Euh, et ben voilà, j'ai parlé du piano, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé du chant, j'ai parlé de l'écriture, j'ai parlé du cheval, j'ai parlé du sport, j'ai mille et une passions. Donc c'est vrai que parler de mes passions, ça peut prendre très longtemps. Quand on m'a demandé mes habitudes, qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre, est-ce que j'utilise ces passions, est-ce que je vis dans mes passions, totalement, je vis dans mes passions, je ne sors pas de mes passions dès que j'ai du temps libre. Et voilà, et la passion peut prendre le pas des fois sur mon quotidien. C'est aussi ce que j'expliquais dans une vidéo sur l'autisme Asperger. Mais j'en suis pas encore à là dans ce que j'explique du diagnostic en tout cas. Donc, ensuite, ce qui revient beaucoup en termes de passion chez les personnes surdouées ou avec un spectre autistique, et moi, après le diagnostic a été posé sur l'autisme Asperger, c'est euh, les passions qui reviennent, c'est toujours l'astronomie, qu'effectivement c'est une de mes plus grandes passions. Les animaux, moi c'est le cheval, j'ai une communication avec les chevaux que je ne saurais expliquer à quiconque. Quiconque me demande, je ne sais pas expliquer ce qui se passe entre un cheval et moi. Je suis incapable de l'exprimer avec des mots parce que tout est non-verbal. Forcément, le cheval ne parle pas, l'animal ne parle pas, et la communication est vraiment établie. Je comprends l'animal aussi bien qu'il me comprend, et je suis dans une amitié, je suis dans un duo, je suis dans une symbiose totale avec l'animal, avec les chevaux, quels qu'ils soient, et même les chevaux les plus durs. Et c'est vrai que très petite, j'ai été remarquée pour ça. Déjà, mes parents l'ont remarqué, beaucoup de personnes l'ont remarqué, les gens ne comprenaient pas. Moi non plus, hein. Moi, la première, disons que je ne comprenais pas pourquoi. Voilà. Donc, on va dire une communication facilitée avec les animaux. Même si je sais pas si on peut parler de communication au sens où du coup c'est non verbal, mais il existe bien des communications non verbales. Euh, voilà, je connais un peu le sujet quand même. Euh, donc l'astronomie, les animaux, les chevaux, ça, le jeu. Le jeu. Alors moi, ça a été le jeu, mais le jeu de stratégie. Les stratégies, donc les échecs. Le jeu d'échecs, j'ai commencé très tôt et j'ai demandé très jeune à avoir comme cadeau d'anniversaire ou de Noël, je sais plus, un très beau jeu d'échecs en verre qui a dû coûter une fortune quand j'y pense, je l'ai toujours. C'est un jeu de plateau qui est magnifique, je joue encore parfois. Euh, Ce sont pour moi mes passions des points d'ancrage, c'est-à-dire que je ne peux pas, j'aurais l'impression de me perdre totalement et de perdre mon identité si je ne vivais pas par moments dans mes passions. Évidemment, le piano je n'ai pu que le citer et je crois même que c'est le troisième élément que j'ai cité. Le piano, le chant et la musique d'un point de vue général. La musique d'un point de vue général, c'est-à-dire que j'aime toutes les musiques, je peux passer des heures avec de la musique. Et enfin, on va dire les langues étrangères, l'anglais et l'allemand pour moi, spécifiquement, parce que je les comprends très bien et parce que j'ai des facilités linguistiques avec ces langues. Euh, Quand on m'a posé la question aussi de à quel point j'avais des facilités avec ces langues, quand on m'a un peu cherché sur ce sujet, ça arrive jusqu'au stade où quand un danger est face à moi, je peux m'exprimer directement en anglais ou en allemand. C'est-à-dire que je n'ai pas le réflexe français. Et pourtant, je suis française, hein, je suis née en France. Euh, voilà, donc je pense en anglais ou je pense en allemand, je pense en français aussi, donc j'ai vraiment un cerveau, et pourtant je ne suis pas trilingue. Je maintiens que je ne suis pas trilingue, je ne maîtrise pas à la perfection toutes ces langues, ces deux langues que je viens de citer plus ma langue natale. Simplement, mon cerveau serait capable de s'adapter pleinement à un autre environnement que l'environnement français si je déménageais. Voilà. Donc, toutes ces particularités, parce que c'est des particularités, mais je ne vais pas parler de compétences, parce qu'en soi, euh, je ne m'attribue aucun mérite, si vous voulez. J'ai oublié l'art, aussi le dessin, qui est une grande partie de ma vie, les tableaux, la peinture, enfin tout ça. Je ne veux pas m'attribuer de mérite parce que je n'en ai pas. Parce que les gens ont toujours du mal à comprendre avec les personnes qu'on appelle surdouées ou haut potentiel, c'est que le mérite, on n'en a pas. Le mérite, on n'a pas de mérite pour atteindre les niveaux qu'on atteint. Le mérite qu'on a, et il est immense par contre, c'est d'arriver à nous adapter à cette société, parce qu'à côté de toutes ces possibilités, de toutes ces passions, de toutes ces qualités, réside la vie réelle, la vie complexe, la vie quotidienne, qui pour nous, en tout cas qui pour moi, est d'un champ, d'un domaine, d'une zone totalement abstraite.
Voilà. Donc le diagnostic ensuite d'autisme Asperger a été posé parce que j'ai aussi ce qu'ils appellent des je sais plus quoi, des troubles anxieux. Et pas seulement, c'est-à-dire que je suis sous médicaments, sous anxiolytiques, mais si je n'ai pas ces anxiolytiques, j'ai des signes visibles de l'autisme qui reviennent, je tourne en rond, clairement. Je tourne en rond, je me balance, je fais des crises d'angoisse, des attaques de panique ou de la spasmophilie au choix, appelez ça comme vous voulez. Euh, mais avec ces médicaments que j'ai, qui ne sont pas très forts, finalement, enfin qui sont pas très forts. Tout est relatif, si vous voulez, c'est des médicaments de niveau 3, mais qui me permettent largement de travailler, d'avoir... je travaille en ce qu'ils appellent en milieu ordinaire. Pour ceux qui regardent, j'ai fait une demande à la MDPH. Donc c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc la MDR, maison départementale du Rhône. Et donc je n'ai pas obtenu d'allocation adulte handicapé. Voilà, je n'ai pas obtenu cette allocation en termes financiers parce que ça aurait pu m'aider, clairement, ça aurait pu m'aider. Euh, Ça aurait été pour moi une forme de reconnaissance. Voilà, c'est pas juste un, un truc monétaire, c'est pas un statut monétaire, ça m'aurait permis une forme de reconnaissance, de dédommagement, si vous voulez, même si l'État n'y est pour rien et c'est pas la faute de l'État, une sorte de dédommagement, de dire voilà, bon, bah, ce que j'ai, la personne que je suis, ça me dédommage un petit peu financièrement pour tous les efforts que j'ai pu faire, pour toutes les galères que j'ai pu avoir dans ma vie, ça me dédommage un peu. J'ai obtenu ce qu'on appelle un RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui me permet de demander des tiers-temps, par exemple sur des examens, en aménagement de poste, ce que je ne fais pas. Ce que je ne fais pas, je ne m'en suis jamais servi, je n'en ai jamais eu le besoin, parce que j'ai souvent eu des professeurs, parce qu'en plus avant j'avais pas cette reconnaissance-là, c'est récent la reconnaissance que j'ai eue, en termes légal, mais j'ai souvent eu des professeurs à la fac, ou beaucoup moins au collège, au lycée, où les professeurs étaient pas du tout compréhensifs, mais à la faculté de sport en plus, hein, je faisais quand même des études difficiles, j'ai toujours eu la reconnaissance des professeurs, je leur expliquais, je leur disais voilà, moi j'ai des difficultés de concentration, qui sont... J'ai des grandes difficultés de concentration et depuis la petite enfance, depuis la première section maternelle et même avant, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je décroche. Au bout de 20 minutes, je décroche, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que toute ma scolarité, je l'ai faite en décrochant toutes les 20 minutes. Et avec toutes ces lacunes-là, on va dire que j'ai réussi quand même à avoir des notes correctes. Je ne suis pas la fille à avoir validé avec 18 de moyenne de partout, pas du tout. J'ai eu mon bac, mon baccalauréat, je ne sais toujours pas comment. Je ne travaillais pas. Alors attention, je ne dis pas aux gens qu'il faut pas travailler. Je ne travaillais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne travaillais pas parce que j'avais trouvé beaucoup plus intéressant dans ma vie personnelle que de travailler les études qu'on me demandait pour avoir mon bac. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'obtenir mon bac. J'ai joué, c'est ce qu'on dit, j'ai joué avec le feu, en fait. Mais j'étais jeune, je n'en prenais pas conscience, et puis quand on se rebelle, qu'on est un peu ado, tout ça, les études, franchement, c'est pas la priorité. Pour beaucoup de gens. Malheureusement. Ensuite, en arrivant à la fac, j'ai trouvé ma place. Et il n'y a qu'à la fac que j'ai trouvé ma place. En termes d'études supérieures, en termes d'intelligence dans les programmes qu'on nous proposait, je trouvais que c'était intéressant. Alors, est-ce que c'est une connerie de ma part de mélanger intelligence, connaissance, savoir et ce qu'on nous propose en termes de programme? Sûrement. Simplement, on va dire que j'ai trouvé à la fac des intérêts d'apprendre. Voilà. Des intérêts que je n'avais pas trouvés avant au lycée ou au collège, sauf dans certains cours, les cours d'art, les cours d'art plastique, les cours de sciences politiques qui m'intéressaient quand même, les cours de français qui ne m'ont jamais intéressé, mais j'ai travaillé mon français toute seule en fait. J'ai eu mon bac de français toute seule. Il fallait voir l'état des cours de français, c'était... Voilà, c'est pas juste une personne surdouée qui le dit, c'est pas juste une personne autiste Asperger, c'est que vraiment, il y avait des difficultés en termes de comportement dans la classe où j'étais, avec des jeunes qui se jetaient des gommes dessus, qui se jetaient tout et n'importe des délinquants, quoi, en gros, pour résumer. Donc il y avait vraiment un très mauvais niveau en français dans cette classe. Donc je travaillais toute seule et voilà, j'ai eu une bac de français. Mais j'avais un intérêt quand même pour l'allemand. Pour l'allemand. Pour l'anglais, pas du tout. J'étais très 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 mauvaise en anglais. L'anglais, j'ai commencé à le travailler, à m'intéresser à la langue, à comprendre l'intérêt de le parler. Parce que moi, en fait, si je vois pas l'intérêt d'apprendre, je n'apprends pas. Ce qui est bête, hein.
mais en soi c'est comme ça. Je fonctionne malheureusement comme ça et je sais que j'ai des efforts à faire sur le sujet. J'ai vu l'intérêt d'apprendre l'anglais à la fac, et pas avant. À la fin de la fac, c'est-à-dire les derniers mois de la fac. Et j'étais très, très médiocre, plus que médiocre, hein. Je connaissais les couleurs. Voilà, c'est à peu près le niveau qu'on me demande au sixième. Les couleurs, comment savoir faire une phrase, dire bonjour, au revoir, et puis demander du pain, et puis voilà, quoi. Vraiment, la base. Expliquer un petit peu mon parcours sportif, parce qu'on devait se présenter sur ce qu'on faisait, nos études sportives, bon bref. Voilà, c'était pas un niveau extraordinairement impressionnant. Voilà, mon niveau aujourd'hui n'est pas impressionnant non plus, mais je suis capable de converser de façon très naturelle avec une personne en anglais. Donc, quand même bien progressé, mais tout ça pour dire que euh, j'ai encore du mal à distinguer le haut potentiel de l'autisme Asperger, puisque l'autisme Asperger en soi a un haut potentiel. Et donc on peut pas juste dire surdoué, c'est surdoué avec un spectre autistique qui appartient au spectre autistique de l'autisme Asperger. Voilà. Donc on m'a bien expliqué, mais moi j'ai du mal à l'expliquer moi-même encore. Je vais pas me séparer de ça, c'est juste dire que finalement toutes les passions que j'avais dans ma vie n'étaient pas là pour rien. Souvent on me reprochait d'être une fille euh, légère, c'est-à-dire légère au sens les études c'était pas prioritaire du tout. Je faisais ce que je voulais quand je voulais. Une fille à très fort caractère qui restait souvent avec les garçons et qui des règles et des conduites, des bonnes conduites en avait absolument rien à faire. Je n'étais pas rebelle pour autant, mais je faisais ce que je voulais, j'étais une vraie tête brûlée et j'étais quand même très maligne parce que je me faisais rarement avoir. Je me faisais rarement attraper et rarement punir. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que l'autisme Asperger, bah, ça a toujours été présent, mais en fait c'est un diagnostic qui a été posé tard, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est qu'on a facilité à camoufler parfois euh, ce que l'on est, mais s'il y a des grands atouts, il y a aussi des grandes difficultés. Voilà, des grandes difficultés, mais pour expliquer la partie de génie, entre guillemets, parce que j'aime pas du tout ce terme, mais ce que les gens imaginent de l'autisme Asperger, c'est le génie. Il y a une part de génie, et je ne peux pas le nier, il y a une part de génie. Mais il y a une part de génie en chaque être vivant, en fait. En chaque être vivant, ça va plus loin que les êtres humains. C'est-à-dire que pour moi, une plante qui est en train de crever et qui, par on le sait, quel miracle de la nature, se remet à pousser, se remet à donner de la vie, survit et trouve un moyen de survivre, soit en changeant ses racines de place, ou alors repart de la racine pour recréer une plante, alors qu'il n'y a plus de graines. Enfin, on voit des choses dans la nature, qui, ça dépend des variétés, mais qui ne sont pas habituelles, qui sont possibles et qui existent. Et ça, pour moi, c'est du génie. La plante, elle a du génie. La matière vivante, c'est du génie. L'être humain est un génie. Donc quand on dit des personnes autistes Asperger ou des personnes surdouées que ce sont des génies, peut-être, évidemment, je ne renie pas cette part de génie qu'il y a en moi, comme je ne renie pas la part de génie qu'il y a en chacun de vous, en fait. Chacun de vous, chaque élément naturel, être vivant, matière qui nous entoure, il y a du génie dans tout. Il y a du génie parce qu'il y a de la vie. À partir du moment où il y a de la vie, il y a du génie, il y a des capacités de résilience, il y a des capacités d'adaptation. Ce que j'appelle génie, plutôt pour moi, c'est ça, c'est des miracles, c'est des choses qui arrivent alors qu'on ne s'y attend pas. C'est de la beauté humaine, c'est de la beauté vivante, c'est tout ça. Voilà. Donc, je vois plus large et j'essaye de casser un peu les limites que cette société impose dans les verbes, dans les mots, dans les termes choisis quand on dit que les personnes autistes Asperger sont des génies. Il y a une part de génie en chacun de nous. Cette part de génie, pour moi en tout cas, ça a été le piano. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai pris un piano. Disons que je l'avais depuis toute petite, mais j'en jouais pas. Euh, un jour, j'ai pris le piano, qui était le piano de ma mère, elle me l'a donné. C'est un peu compliqué, l'histoire familiale. Le père qui m'a élevée est tombé malade, gravement malade. Elle a arrêté de jouer du piano. Et j'étais malheureuse de voir qu'elle ne jouait plus de piano parce qu'elle s'occupait de son mari. Et voilà. Et ça a duré très longtemps, de mes 8 ans jusqu'à mes 15-16 ans. Le père qui m'a élevée était gravement malade. Et donc le piano, je l'entendais plus, j'entendais plus ma mère jouer du piano. Le piano était là, il était mort, il était silencieux. Euh, il y avait un vide, il y avait un vide en moi, il y avait un vide autour de moi, il y avait un vide familial, il y avait quelque chose, j'aime toujours pas ce terme, mais une ambiance que j'avais eue plus jeune que je n'avais plus. Et un jour,
ma mère a dit, je vais le vendre, ce piano. Je lui ai dit, mais il est hors de question que tu vendes ce piano, c'est le mien. Si tu n'en veux pas, c'est le mien. Et donc j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, 21 ans, 22 ans, je sais plus exactement. J'ai 25 ans bientôt. Et j'ai mis mes mains sur le piano. Alors je connaissais un peu les gammes, j'avais eu deux, trois petites bases que ma mère m'avait données. Euh, et puis j'ai commencé à jouer du piano. Voilà. Et j'ai fermé les yeux et j'ai joué du piano. Et en fait, c'est venu tout seul. Voilà, c'est venu tout seul. Je me suis découvert une passion qui était déjà là, mais surtout, je pense, des facilités, sans parler de talent, mais une facilité avec le piano. C'était déjà là, ça a toujours été là, mais ça a été très simple pour moi. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé faire l'instinct et mon cerveau me disait quoi faire. Mes mains me disaient où aller. Et ça sonnait juste. Et quand je rouvrais les yeux, j'étais au bon endroit, sur les bons accords, des accords que je ne connaissais même pas. Mais quand j'essayais, ça sonnait bien. Voilà ce qui s'est passé pour moi avec le piano. Voilà ce qui s'est passé pour moi avec l'allemand, c'est à peu près la même évolution, c'est-à-dire qu'en allemand j'étais très 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 mauvaise, jusqu'au jour où je suis allée en Allemagne, et j'ai découvert l'Allemagne. J'ai découvert l'Allemagne. Et un jour je me suis réveillée, alors je vais pas dire ça comme ça parce que ça paraîtrait un peu dingue, je me suis réveillée et je parlais allemand. Quand je dis ça, c'est extrapolé, là sur le coup par contre j'exagère un peu. Je me suis réveillée en comprenant le fonctionnement de la langue allemande. Cette langue qui était bizarre pour moi, que je ne comprenais pas avant, où les verbes étaient à la fin, alors qu'en français j'étais dyslexique et je mettais justement les verbes à la fin. En allemand, on m'a dit que j'avais le droit de mettre les verbes à la fin et c'est ça que je comprenais pas. Donc en allemand, c'était possible d'accorder les verbes à la fin et de les accumuler comme ça, comme des petits wagons. Et un matin, je me suis réveillée, j'avais 14 ans, j'étais assez jeune, hein, et je m'étais endormie sur mon livre de grammaire allemande, parce que je ne comprenais vraiment rien en allemand, et donc le seul travail que je fournissais à l'école, c'était de tenter justement d'améliorer ma moyenne en allemand. Et je me suis endormie avec ce livre, et je lisais, j'avais lu toutes les règles, tout ce qui était écrit, des mots que je ne comprenais absolument pas, je comprenais rien. Clairement, je ne comprenais rien. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai ouvert le livre, et je crois que quand on parle d'éclair de génie, c'est valable pour tout le monde, c'est ça. J'ai ouvert le livre et j'ai compris la leçon. J'ai tout compris, tout était clair, tout était rangé dans ma tête, et j'ai eu le déclic ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai pu travailler en allemand, j'ai pu apprendre mes leçons, j'ai pu apprendre du vocabulaire, j'ai pu travailler, ce qui fait que je suis passée d'une moyenne de 4, 4 sur 20 hein, de moyenne en allemand, en travaillant et en n'y comprenant rien au collège, à une moyenne à peu près générale en allemand, enfin sur toutes les années d'allemand, ensuite une moyenne environ de 15,5, 16, voire 17 parfois. Alors évidemment, je travaillais après, parce en plus de ça, j'aimais l'allemand. Le fait de ne pas comprendre et de se réveiller un matin en comprenant, ça vous donne une forme de passion supplémentaire, de se dire mais j'ai compris, je vais pouvoir le faire maintenant, puisque j'ai compris. Donc ce qui est très particulier dans mon fonctionnement, et je ne sais pas si c'est un fonctionnement de personnes surdouées, HP au potentiel, ou juste un fonctionnement de personnes autistes Asperger, on dit souvent que les personnes autistes comprennent beaucoup plus tard que les autres, comprennent avec un temps de retard certaines choses et comprennent de façon très vivace et très rapide d'autres éléments, il y a un décalage dans l'apprentissage, il y a des choses qui vont faire tilt directement, des choses, et des apprentissages qui vont mettre beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si c'est relatif à moi personnellement, à l'autisme, au fait d'être au potentiel, toujours est-il que voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon expérience d'apprentissage des langues étrangères. Et pour l'anglais, ça a été à peu près le même schéma. Disons que je pensais que l'allemand avait été une exception dans ma vie, j'en étais très contente, euh, je me sentais très chanceuse et par-dessus tout, j'aimais ça, j'aime toujours autant. Je regarde des reportages en allemand sur Arte. Euh, et j'adore la langue allemande, j'adore aussi la façon qu'ils ont de formuler leurs phrases, les mots qu'ils ont, c'est une langue complexe. C'est une langue complexe avec beaucoup de poésie, beaucoup de beauté dans la langue, avec beaucoup d'adjectifs pour définir des des mêmes sensations, beaucoup de mots pour dire la même chose. J'aime pas le mot chose, mais en fait, la limite de langage que je trouvais en français, je crois que je la trouvais pas en allemand. La limite de langage que je trouve dans la langue anglaise aujourd'hui, je la trouve toujours pas en allemand. En allemand, ce qui me plaisait aussi en allemand, c'est qu'on pouvait
monter des mots. Les mots étaient montés, se démontaient, c'était comme des Lego. Voilà, c'était un jeu pour moi l'allemand. L'allemand était devenu un jeu comme l'escalade, comme plein d'autres domaines, j'explique par la suite, et même dans une autre vidéo, que j'aime jouer. Voilà, j'aime jouer et tout ce qui se rapporte au jeu ou à des jeux intellectuels en termes de logique, ça m'a toujours convenu. Les maths, en revanche, les maths pures et dures, vous savez, le niveau de quatrième, je pense, en maths, je l'ai toujours pas acquis. Les fractions, c'est horrible pour moi, les fractions. Je n'ai jamais rien compris aux fractions. Et je ne comprendrai jamais rien aux fractions. Voilà, je suis capable de comprendre effectivement l'allemand et sur des textes scientifiques parfois très complexes. Mais alors les fractions, c'est hors de question que... C'est même pas la peine en fait, si vous voulez. Je comprends pas. Et ce qui m'a posé souci en maths, si vous voulez, en mathématiques, c'est que mon cerveau n'était pas fait pour associer des lettres à des chiffres, tout simplement. Et je pense que la difficulté, qu'on soit autiste ou non autiste, ou personne surdouée ou non, ce qui pose difficulté dans les mathématiques à beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves aujourd'hui, c'est qu'on associe des lettres à des chiffres. Vous savez, moi j'ai toujours eu beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Pour moi, le français c'était le français et les maths c'était les maths. Voilà. Et donc mélanger maths français dans un même énoncé, par exemple un problème de mathématiques qui est rédigé en français, je relisais 4 fois l'énoncé sans avoir compris ce qui était écrit. Donc voilà, mettre des lettres dans les mathématiques, pour moi ça a toujours été compliqué, ça n'avait aucun sens.